Alors, on va continuer. On a fait la première partie, on a parlé de l'orthogonalité dans un espace euclidien. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va définir? On va définir l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel. Qu'est-ce qu'on fait? On généralise texto notre plan habituel, l'espace euclidien. Qu'est-ce que c'est l'orthogonale? Ça, c'est F, c'est ça. Qui ne connaît pas ça? Ça, c'est l'orthogonale de celui-là. Qu'est-ce que nous, on donne une définition abstraite, qu'on utilise une analyse, etc. Donc, il n'y a rien de neuf, il s'agit d'une généralisation qui est utile. Alors, tout d'abord, par la suite, pour ne pas trop se fatiguer, eux désignent toujours un espace pré-hilbertien. Quand est-ce qu'on utilise euclidien? Quand on manipule la dimension, quand il y a une base. Sinon, toi-même, tu vas te convaincre qu'on n'utilise ni base ni dimension. Donc, c'est vrai pour espace pré-hilbertien. Donc, c'est une hypothèse, soit par la suite, majuscule, ça, c'est un espace pré-hilbertien. Alors, on a une définition suivante. Soit F, un sous-espace de E. Qu'est-ce que c'est l'orthogonale? L'orthogonale de F, d'accord? Le voici. C'est aussi un sous-espace vectoriel, d'accord? Et comment il est défini? Regardez, c'est l'ensemble des x appartenant à E qui sont, regardez, qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de F. Qu'est-ce que c'est l'orthogonale de F? C'est l'ensemble des vecteurs de E qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de F. Voilà, ça s'appelle l'orthogonale. Voilà. Donc, on généralise R au carré, ça c'est F, ça c'est l'orthogonale de F. Il faut toujours se débarrasser des conventions, des cas évidents, etc., comme toujours. Qu'est-ce que c'est l'orthogonale de 0? F, il vaut 0, l'espace nul. Quand tu prends 0, d'accord, cette égalité est toujours vérifiée. Donc, il est évident que l'orthogonale de 0, c'est quoi? C'est E. Qu'est-ce que c'est l'orthogonale de E? Qu'est-ce que je prends F? Regardez comment je me débarrasse des petits liquides très doucement. L'orthogonale de E, qu'est-ce que c'est? Je prends F égale à E ici. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, je prends X appartient à l'orthogonale de E. Cela veut dire quoi? Quel que soit Y appartenant à E, j'ai X, Y est égal à 0. Je prends F égale à E. Et je me demande la question, qu'est-ce que c'est l'orthogonale de E? Donc, c'est égal à ça. Et quel que soit Y appartenant à 1. Donc, je peux choisir ici Y est égal à combien? Je peux choisir Y est égal à X. Et une fois que j'ai choisi Y est égal à X, qu'est-ce que j'ai? J'ai XX est égal à 0. Voilà. Comme un produit scalaire c'est défini, donc cela exige que X est égal à 0. Donc, j'ai pris X qui appartient à l'orthogonale de ça, d'accord? Donc, X égale à 0. Donc, qu'est-ce que c'est l'orthogonale de E? C'est 0. Voilà. Alors, une question naturelle. Qu'est-ce que c'est le succès? Qu'est-ce que c'est le succès? D'accord? Tout le succès, d'accord? Et même félicitations, si tu comprends que l'orthogonale, il agit par complémentaire au niveau de la base orthonormale. Là, c'est félicitations. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on fait ici? D'accord? On ne part pas, on ignore. Donc ici, qu'est-ce que c'est quand tu étais petit, qu'est-ce que c'est l'orthogonale du vide? Voilà. C'est égal à E. Qu'est-ce que c'est le complémentaire? Qu'est-ce que c'est le complémentaire? Quand tu étais petit, qu'est-ce que c'est le complémentaire de vide? Complémentaire de E dans E. Notez les ensembles. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va faire un exercice. On va parler de l'application de Riesz. Alors pourquoi je vais parler de l'application de Riesz? Parce qu'il est importante. Parce qu'il donne une interprétation élégante de l'orthogonale de F. Donc, exercice. Donc, ici, je suppose que je suis dans un espace euclidien, je ne vais pas me casser la tête. Soit F, un sous-espace d'un espace euclidien. Donc, la dimension est définie. D'un espace euclidien, E. Qu'est-ce que c'est un espace euclidien? C'est un espace pré-hilbertien et dimension est définie. Alors, qu'est-ce que c'est la question? Alors, on considère l'application de Riesz. Qu'est-ce que c'est l'application de Riesz? Chaque fois que tu te donnes un sous-espace, on considère l'application de Riesz. Comment il est défini l'application de Riesz? On la note delta. Qu'est-ce que c'est l'ensemble de départ? L'ensemble de départ, c'est grand E, notre référentiel, notre espace euclidien. L'arrivée, c'est quoi? C'est le dual de F.
faut pas avoir peur du dual de f. Il ne faut pas avoir peur du dual de f. Attention, il ne faut pas avoir... Qu'est-ce que c'est le dual de f? C'est l'ensemble des formes linéaires de f dans K. Quand tu as une application qui est linéaire qui arrive dans K, on l'appelle forme linéaire. Donc l'ensemble des formes linéaires de f, ça c'est notre f étoile, ça s'appelle dual de A, de f. Et que votre dimension de f étoile, c'est égal à la dimension de f. Voilà. Alors comment il définit cette application? À x, un vecteur, je lui associe quoi? Je lui associe un élément de l'arrivée. Qu'est-ce que c'est un élément d'arrivée? C'est une forme linéaire sur f. Donc je la note delta x. Donc c'est une forme linéaire sur f. Donc il faut que je dise quelle est sa valeur sur un vecteur quelconque de f. Ou, quel que soit y appartenant à f, que vaut cette forme linéaire delta x de y? C'est tout simplement quoi? Regardez, je suis dans un espace euclidien. Que vaut cette forme linéaire? C'est le produit scalaire. Ce n'est pas la peine de se faire des soucis x, y, y, c'est symétrique. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une forme linéaire. Quelle est sa valeur sur y? C'est égal à ça. Voilà. Alors, question. Donc, question, montrer que l'application de Riesz est avant tout une application linéaire. Montrer que delta est une application linéaire. Ensuite, en déduire, c'est-à-dire application, en déduire que l'orthogonale de f qu'on vient de définir, d'accord, c'est un sous-espace vectoriel. On justifie que c'est un sous-espace vectoriel. Est un sous-espace de E. Question. Franchement, est-ce que tu comprends ce que veut dire franchement? Pour montrer ça, c'est un sous-espace vectoriel. Est-ce que c'est facile? C'est évident. C'est évident. Tu prends quelqu'un qui dort, tu lui dis, monsieur, montre-moi ça, est un sous-espace vectoriel, et tu dis 0, il appartient. Si x1, il appartient, x2, il appartient, la somme, il appartient, parce qu'il vérifie les mêmes relations. Si tu prends un x qui appartient, tu le multiplies par un scalaire, il est évident. Donc, il est évident que c'est un sous-espace vectoriel. Donc, le but ici, ce n'est pas de montrer un sous-espace vectoriel. Ça, c'est évident, c'est acquis. Donc, il faut savoir, il faut être modeste, il ne faut pas se précipiter. D'accord? Ce n'est pas la peine de se précipiter, de poser la question, monsieur, il est évident. Il faut toujours laisser l'enseignant écrire l'exercice. D'accord? Quand il termine l'exercice, tu poses ta question. Application. Qu'est-ce que c'est application? D'accord? On vient de voir il y a 5 minutes, l'orthogonale de E, c'est quoi l'orthogonale de E? L'orthogonale de E, c'est 0. Mais réciproquement, est-ce que la réciproque est vraie? Alors l'exercice, il te donne l'équivalence. Montrer que l'orthogonale de f est égale à 0. Cela équivaut à quoi? Cela équivaut à f est égal à E. Voilà, c'est ça le but de la question, regardez. C'est ça le but de la question. Alors, on va montrer ça. Donc, on va montrer ça. Donc, on va montrer que delta est une application linéaire. Donc, je vais montrer que delta est une application linéaire. Que veut dire delta est une application linéaire? J'écris ma question. D'accord? J'écris ma question. Notez la méthode de travail. J'écris carrément la question. Quel que soit x, y, je veux montrer ça. Notez la méthode de travail. Je recopie la question. Qu'est-ce que je fais? Je recopie la question. Voilà. Je cherche à montrer ça. Mais en utilisant nos notations, regarde, c'est une punition, je recopie la question. En utilisant une notation, qu'est-ce que c'est? Delta de x, c'est delta de y. Donc je recopie la question. Donc c'est une punition, je recopie la question. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Je recopie la question.
Notez la méthode de travail. Il faut être... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, j'ai recopié la question. Donc il faut montrer ça. Mais question, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Donc tu as l'égalité entre, regardez, entre deux formes linéaires de grand F. Quand deux applications ils sont dites égales, si elles prennent la même valeur dans l'ensemble départ. Donc l'ensemble départ ici c'est F. Donc ici il y a l'égalité entre deux formes linéaires de F. Donc ça équivaut à quoi? Donc cela équivaut à quel que soit x, y appartenant à E fois E, quel que soit alpha appartenant à R, qu'est-ce que j'ai, quel que soit Z, donc ça vaut combien? Delta car deux formes linéaires sont dites égales, c'est une ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'ai écrit que ces deux formules sont égales, donc j'ai ça. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Il suffit que je l'écris. Regarde la forme linéaire, comment elle est définie. Elle est très facile. L'application de Ries est très facile, sa définition. Delta de x de y, c'est quoi? C'est le produit scalaire. Ce n'est pas la peine de se faire soucier, est-ce que c'est comme ça, x, y ou y, c'est symétrique. Donc delta x de y, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Il suffit que je dise qu'est-ce que c'est ça. Donc, ce qu'il y a là, c'est x par définition, c'est x plus alpha y de z. Ce qu'il y a là, c'est exactement xz. Et ce qu'il y a là, c'est yz. J'ai recopié la question. J'ai montré que par définition des applications, ça équivaut à ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Cette égalité est acquise. C'est évident. Pourquoi cette égalité est évidente? On a utilisé la linéarité du produit scalaire par rapport à cette variable. Regardez. Ce qui est acquis. Donc, on a la linéarité. Notez la méthode de travail. Je ne fais rien. Je recopie la question. C'est-à-dire, la difficulté se trouve dans les notations. Donc, il ne faut pas se précipiter. Quelle est la deuxième question? On déduire que l'orthogonale de F est un sous-espace vectoriel. Dans le S2, comment on fait pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel en S2? Les souvenirs. Quand tu étais en S2, comment tu fais pour montrer que l'orthogonale pour montrer que quelque chose est un sous-espace vectoriel? Comment tu fais? À quoi ça sert application linéaire? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on faisait en S2? Pour montrer quelque chose d'un sous-espace vectoriel, on l'interprète comme le noyau ou l'image. Mais comme ici il y a orthogonalité, il y a 0, on va l'interpréter comme le noyau. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le noyau de l'application de Ries. Qu'est-ce que c'est le noyau de l'application de Ries? L'application de Ries, il va d'où à où? Regardez. Regardez l'organisation. Regardez, il n'y a pas des maths, il y a l'organisation. On dit que l'étudiant, il s'applique. Je ne vois pas moi ici les maths. Qu'est-ce que c'est quart de f? Quart de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble de départ, tel que f de x est égal à l'élément de l'arrivée. Donc je récite mon S2. Donc c'est l'ensemble des x appartenant à E, voilà, tel que delta x est égal à l'élément neutre de l'arrivée. Qu'est-ce que l'élément neutre de l'arrivée? Eh bien, tu prends ton doigt, regardez, où je suis. Tu es dans f étoile. Donc l'élément neutre de l'arrivée, c'est 0, indice f étoile. Regardez. Donc ici, tu as l'égalité de deux formes linéaires, d'accord? Tout d'abord, delta x, c'est quoi delta x? C'est, pour ne pas perdre de vue, c'est delta x, 0 f étoile. Que veut dire ces deux formes linéaires, ils sont égales? Ces deux formes linéaires sont égales. Que veut dire? Voilà ce que veut dire. Veut dire c'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que quel que soit y, deux applications, ils sont dites égales. J'ai dit toujours, l'algèbre linéaire, il faut qu'on ait la théorie des ensembles élémentaires. Ça est égal à ça, quel que soit y appartient, j'ai ça, de y est égal à ça, c'est 0. Et c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que quel que soit y appartenant à f, tel que le produit scalaire
est égal à 0. Car par définition, delta x de y, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est celui-là? Reconnaissez celui-là. Ça, c'est l'orthogonale de f. Donc, il est remarquable. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Il faut crier et dire, il est remarquable que le noyau de l'application de RIS, c'est quoi? C'est l'orthogonale de f. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'autre question? L'autre question, c'est une remarque. C'est une remarque sur ça. Donc, la troisième question, il faut comprendre le sens de la question. C'est une remarque sur ça. Nous avions vu que l'orthogonale de E, c'est égal à 0. Donc, une question naturelle qui se pose, est-ce que la réciproque est vraie? C'est-à-dire, nous avions vu que si f est égal à E, alors qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai l'orthogonale de f est égal à l'orthogonale de E, c'est égal à 0. Réciproquement, je suis dans un espace euclidien, il ne faut pas oublier. Si j'ai l'hypothèse l'orthogonale de f est égal à 0, est-ce que f est égal à 1? Regardez. Voilà, il faut être modeste, tu écris. Voilà. Réciproquement, est-ce que j'ai ça? Voilà, tu as ça. Mais que veut dire application? Que veut dire application? Il faut utiliser la question précédente. Il faut utiliser la question. Qu'est-ce que la question précédente dit? D'accord? Hein? C'est pas notre but, ça c'est un sous-espace vectoriel. D'après la question de ce que nous avons que ker, le noyau de l'application d'Iris, c'est l'orthogonale de f, mais d'après notre hypothèse, l'orthogonale de f, c'est combien? C'est 0. Conclusion, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Donc, réciproquement, si on a ça, est-ce que f égale à e? D'après la question précédente, on a ker de delta, c'est l'orthogonale de f égale à 0. Alors, que veut dire ça? Ker de delta est égal à l'orthogonale de f égale à 0. Regardez, quand tu compares ça et ça, cela veut dire que l'application de RIS, delta, qui va de E dans f étoile, le ker de delta égale à 0, est injectif. Maintenant, le S2. Quand tu as une application linéaire injective qui va d'ici à ici, qu'est-ce que je peux dire de dimension de ça et ça? C'est très facile, on ne va pas nous perdre le temps, un seul mot. On a la dimension de ça est plus petit que la dimension de l'arrivée. Donc le départ c'est là. Donc, dimension de E, le départ est plus petit que la dimension de l'arrivée qui est f étoile. Mais nous avions dit que la dimension du dual de f étoile est égale à la dimension de f. Conclusion, regardez, la dimension du référentiel est plus petite que la dimension sous-espace. Donc, il y a égalité. Donc, dimension de f est égale à dimension de E. Ce qui exige quoi? Ce qui exige que f, ce qui exige que f est égal à E. Et voilà, on a démontré la réciproque. Voilà. Alors maintenant, on va faire un exercice. Donc, on va faire un exercice. Bien sûr, on va comprendre l'intérêt des choses dans 5 minutes. D'accord? Donc, notez la nouvelle méthode d'enseignement. On utilise un raisonnement ensembliste. D'accord? J'ai fait ça 30 ans, d'accord? On l'a montré quel que soit x, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un raisonnement ensembliste car il est conforme à la réalité. Conforme à la réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité? L'orthogonale, tu la répètes 10 fois, il agit au niveau de la base orthonormée par le complémentaire. Donc, tout ce que tu as sur les ensembles, loi de Morgan, et celui-là, par exemple, exercice 2. Donc, je prends deux sous-espaces vectoriels, f et g, deux sous-espaces vectoriels, d'un espace pré-hilbertien. Qu'est-ce que j'ai? L'orthogonalité est une opération décroissante.
Et surtout, il ne faut pas poser la question ridicule. Monsieur, l'analogie est frappante avec les ensembles. Il n'y a pas d'analogie, c'est égal. Qu'est-ce que ça veut dire c'est égal? L'orthogonal, il agit au niveau de la base orthonormée par le complémentaire. Donc c'est normal, tout ce que tu connais quand tu étais petit, qu'est-ce que tu connais? Tu faisais ça quand tu étais petit. Maintenant tu es grand. Quand tu étais petit, voilà, tu faisais ça, c'est vrai. Parce que l'orthogonal, qu'est-ce qu'il fait? Il va au sous-espace vectoriel comme ça, il prend la base orthonormée. Et qu'est-ce que c'est l'orthogonal? C'est le complémentaire. Donc c'est normal que tu vas récupérer ça. Et comment actuellement on enseigne ça? Est-ce qu'on l'enseigne avec quel que soit x, il existe, y, z, z? On fait les dessins, D'accord? Alors donc j'ai ça. Alors deuxième chose, bien sûr je vais retrouver la relation, la loi de Morgan. Qu'est-ce que c'est la loi de Morgan? D'accord? Le complémentaire de la réunion c'est quoi? C'est ça. Bien sûr, je vais la retrouver. Et tout le succès, c'est de l'avoir à la démontrer avec le dessin. Mais nous, on n'a pas le temps, d'accord? Montrer que l'orthogonale de la somme, c'est quoi? C'est la loi de Morgan. C'est égal à l'intersection. Donc, un étudiant sérieux, il regarde comme ça. Et il fait des choses avec le dessin à la fin de la séance. Un étudiant qui est sérieux. Un étudiant qui dort, il fait comme moi. Voilà. Et comme moi, c'est l'idéal actuellement. Tu dis, oh, c'est très joli. Bien sûr, c'est très joli. Donc, on va montrer ça. Alors, 1, c'est évident. Si tu as f est inclus dans G, tu veux montrer ça. Tu veux montrer que l'orthogonale de G est inclus dans f. Si tu prends un x qui appartient à l'orthogonale de G, que veut dire x appartient à l'orthogonale de G? Signifie que quel que soit y appartenant à G, j'ai le produit scalaire xy qui est égal à 0. Donc ceci, quel que soit y appartenant à G. Mais comme f est inclus dans G, en particulier, qu'est-ce que j'ai? En particulier, j'ai quel que soit y appartenant à f, xy est égal à 0. Voilà. Ce qui est la traduction de quoi? C'est la traduction de x appartient à l'orthogonale de f. On traduit tout cela en disant que l'orthogonalité est une opération décroissante. Mais la démonstration que j'ai donnée, elle n'est pas naturelle. D'accord? C'est la démonstration pour un étudiant de S4. Il vient d'arriver de première année, il est content, on lui donne ça. Alors, l'autre, deuxièmement, c'est ça. Alors, il y a l'inclusion naturelle. Qu'est-ce que c'est l'inclusion naturelle? J'ai toujours f est inclus dans f plus g. Ça, c'est toujours vrai. Quand tu as un sous-espace, il est toujours inclus dans la somme. Et tu as g qui est inclus dans f plus g. Comme l'orthogonalité est une opération décroissante, par passage à l'orthogonale, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que l'orthogonale de f plus g est inclus dans l'orthogonale de f, et l'orthogonale de f plus g est inclus dans l'orthogonale de g. Donc, nécessairement, d'après les ensembles, qu'est-ce que j'ai? D'accord? Regardez le raisonnement, il est purement ensembliste. C'est-à-dire, il n'utilise ni dimension, ni la base, ni rien du tout. Donc, cela équivaut à l'orthogonale de f plus g est inclus dans l'intersection. Voilà. Ça, c'est l'inclusion naturelle facile. Conclusion, ça est inclus dans ça. Réciproquement, montrons que ça est inclus dans ça. À cet effet, soit x appartenant à l'orthogonale de f inter l'orthogonale de g. Et j'écris ce que veut dire x appartient à ça. C'est-à-dire x appartient à l'orthogonale de f, y appartient à l'orthogonale de g, x appartient à l'orthogonale de g. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu as ça. Quel que soit y appartenant à f, tu as x scalaire y est égal à 0. Regardez, je traduis texto, je ne réfléchis pas, j'applique la définition. Voilà, je traduis. Ça appartient à ça, donc il appartient à l'intersection, et j'ai ça. Donc je récite la définition. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je me pose la question, qu'est-ce que je cherche? Car il ne faut pas oublier ce que vous cherchez. Si vous oubliez ce que vous cherchez, bien sûr, c'est difficile. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à montrer que comment x, il appartient à ça. Que veut dire x appartient à ça? Ça, notation muette.
Notation, x appartient à ça. Que veut dire x appartient à ça? X appartient à ça, cela veut dire, quel soit l'élément d'ici, le produit scalaire est égal à 0. Mais quelle est la forme d'un élément d'ici? Il est comment un élément générique d'ici, un élément d'ici, un vecteur d'ici, quelle est sa forme? Il est de la forme y plus z. Donc, qu'est-ce que j'ai? À partir de cette relation, qu'est-ce que je déduis? Je déduis, quel que soit y, sz appartenant à f croix g, qu'est-ce que j'ai? X scalaire y plus z est égal à combien? Est égal à 0. Et qu'est-ce que c'est ça? Regardez. Un élément quelconque de f plus g, c'est y plus z. Regardez. Ça, c'est par définition, x appartient à quoi? À l'orthogonale de f plus g. Remarquez le raisonnement purement en symbolisme, on n'utilise pas la dimension, etc. Espace pré-hilbertien. Voilà. Alors maintenant, il y a une petite définition que j'aurais pu donner avant. Quoi? Qu'est-ce que c'est de sous-espaces orthogonaux? Qu'est-ce que c'est de sous-espaces orthogonaux? Qu'est-ce que c'est de sous-espaces orthogonaux? Définition. Donc, je prends deux sous-espaces. Alors, F et G sont orthogonaux. Deux sous-espaces sont orthogonaux. Ou bien, je dis la somme, elle est orthogonale plutôt. D'accord, ça fait plus facile. Alors, on dit que la somme, F plus G est orthogonale voilà, si l'on a F est orthogonal à G. Le sous-espace F est orthogonal. Que veut dire le sous-espace F est orthogonal à G? Cela signifie tout simplement, quel que soit xy, appartenant F croix G, le produit scalaire xy est égal à 0. C'est une définition. On dit que cette somme, ça c'est une somme, est orthogonale si l'on a F, les sous-espaces F et G sont orthogonaux. Que veut dire orthogonaux? On veut dire ça. Produit scalaire est égal à 0. Voilà. Donc c'est une définition. Alors il y a et comment on la note dans ces conditions? Cette somme orthogonale, comment on la note? Dans ces conditions, on la note. Donc c'est des définitions, c'est du français. On la note. Regardez. Déjà, remarquez, dans la notation, la notation somme orthogonale, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la somme directe. Regardez, ouvrez les yeux. Il faut apprendre à ouvrir les yeux. Déjà, la notation, il contient la somme directe. Que veut dire la notation, il contient la somme directe? Cela signifie que si la somme est orthogonale, alors la somme, elle est directe, automatiquement. Donc, orthogonale, c'est plus fort que direct. Qu'est-ce que c'est direct? Regardez, direct. Ça, c'est direct. La somme, il est direct. Qu'est-ce que c'est orthogonal? Orthogonal, regardez, orthogonal. C'est ça. Donc, comme ça, si la somme elle est orthogonale, elle est directe. Donc, la notation doit contenir direct. Une somme orthogonale, tu la répètes 3 fois, est automatiquement directe. Et tu peux la montrer. Donc, c'est plus fort. Ça, la somme elle est directe. Regardez, la somme elle est directe. Et ça, elle est orthogonale. Non seulement il est direct, il est orthogonal. Tu es dans un espace euclidien, tu es dans un produit scalaire, tu es de longueur, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est direct, orthogonal. Orthogonal, c'est direct, plus pi sur 2. On la note comme ça. Voilà, il y a une petite remarque pour insister, donc je fais la remarque suivante. Lorsque la somme est orthogonale, il est automatiquement direct. Donc, c'est des petites choses qu'il faut connaître. Si la somme est orthogonale, regardez, si la somme elle est orthogonale, elle est directe.
Et pourquoi? Que veut dire direct? Que veut dire f plus g direct? Que veut dire f plus g est direct? F plus g est direct veut dire que f inter g est égal à 0. Si tu prends un élément de l'intersection, x qui appartient à f et x qui appartient à g, que veut dire cette notation? Cette notation signifie que tu as f et g sont orthogonaux. La notation comme ça, ça veut dire que f et g sont orthogonaux. Que veut dire f et g sont orthogonaux? X appartient à f et x appartient à g. Donc tu as en particulier xx, combien il vaut? Il vaut 0. Et comme le produit scalaire est défini, cela implique que x, il vaut combien? Il vaut 0. Donc, que vaut f inter g? Il vaut 0. Voilà. Donc, chaque fois que tu as une somme orthogonale, donc orthogonale, c'est plus fort que direct. En particulier direct. Alors, il y a l'exemple fondamental. Hein? La somme f plus f est orthogonale. Par définition. Par définition, cette somme est orthogonale. Car tu as ça. Par définition. Donc cette somme, elle est comment? Cette somme, elle est orthogonale. Elle est orthogonale. Pourquoi? Parce que par définition, tu as ça. Donc en particulier, orthogonale, c'est plus fort que direct. En particulier, la somme, elle est comment? La somme, elle est comment? Elle est orthogonale. Elle est orthogonale. En particulier, elle est comment? Elle est directe. Donc, il est direct. Que veut dire elle est directe? C'est-à-dire l'intersection est égale à 0. Donc, il faut avoir présent à l'esprit que f inter l'orthogonale de f, il vaut combien? Dans les calculs, f inter l'orthogonale de f, il vaut combien? Il vaut 0. Donc, comme exemple fondamental, regardez, cette somme est orthogonale, car par définition. Donc, en particulier, elle est directe. Que veut dire directe? L'intersection est égale à 0. Alors là, nous arrivons à notre but. C'est quoi? C'est celui-là. Notez la méthode de travail. Notez la méthode. Il faut répéter la vidéo, d'accord? Et notez la méthode de travail. Notez que la séance, il donne une preuve ensembliste. Il donne une preuve ensembliste au résultat suivant. Théorème. Pour tout sous-espace F d'un espace euclidien qu'est-ce que j'ai? Non seulement E, c'est la somme directe, c'est quoi? C'est la somme orthogonale. C'est-à-dire, il y a la somme directe, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça, orthogonale. Et celui-là, quoi? Il est appelé le supplémentaire orthogonal. Est appelé le. Regardez-le. Pas un. Question. Je suis dans un espace vectoriel E et F un sous-espace vectoriel. Combien grand F possède de supplémentaires? De supplémentaires orthogonales. Question. Je suis dans un espace vectoriel. J'ai grand F, elle est là, regardez. Combien il possède de supplémentaires? Il possède une infinité. Tu la répètes 3 fois. Tu dis, d'après le S2, il possède une infinité. Bien sûr, il y a les cas évidents. F égale à 0, F égale à E. Voilà. Mais nous, on ne va pas s'amuser. F égale à 0, F égale à E. Brutalement, un sous-espace vectoriel possède une infinité de ça. Regardez. Celui-là est un supplémentaire. Celui-là est un supplémentaire. Une infinité. Tu fais de la rotation comme ça, tu as une infinité. Et combien il possède de supplémentaires
orthogonal, il possède un unique, tu le répètes 3 fois. La différence, le S2, le passé. Un sous-espace, combien il possède? Il possède une infinité. Tu fais la rotation. Je suis dans un espace euclidien, j'ai fait les angles, les longueurs, combien il possède supplémentaire? Il possède un unique supplémentaire. Il est comment cet unique supplémentaire? Il est comment? Il lui est orthogonal. Donc c'est un supplémentaire. Regardez, il possède un unique supplémentaire qui lui est orthogonal, ça s'appelle le supplémentaire orthogonal. Alors regardez la preuve, et c'est ça le but de la séance. Regardez comment la preuve, elle est purement ensembliste. Et pourquoi la preuve est purement ensembliste? Pour insister 1 milliard de fois, qu'est-ce que je dois insister? L'orthogonal, tu la répètes 1000 fois, agit au niveau de la base orthonormée, l'orthogonal, ça le sous-espace vectoriel. Qu'est-ce qu'il fait l'orthogonal? Il prend la base orthonormée et fait le complémentaire. Il agit de manière ensembliste sur la base orthonormée. Donc c'est normal, tu récupères tout. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, quand j'étais petit, j'avais 10 ans, si E est un ensemble, pour toute partie A, j'ai A, E et la réunion disjointe. On ne dit pas est une réunion. Disjointe. La réunion de A et de son complémentaire. Quand j'étais petit. Maintenant quoi? Je suis en S4. Regardez en S4, regardez. Et l'étudiant, qu'est-ce qu'il te dit? Le hasard. Ça c'est le hasard. C'est pas le hasard. Ça s'appelle l'orthogonal. Il agit au niveau de la base orthonormée de manière ensembliste, le complémentaire. Donc, ce que tu avais au lycée, quand tu étais petit, et ici, la réunion, il est comment? Car qu'est-ce que c'est une réunion? C'est ça. Ça, c'est une réunion. Ça s'appelle réunion. Ici, comment il est la réunion? Il est disjointe. La réunion est disjointe. La somme, elle est comment? Elle est orthogonale. Regardez le lycée. La réunion disjointe, ça équivaut à quoi? La somme est orthogonale. C'est plus que la somme directe. Alors, on va montrer ça rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il faut montrer? On va montrer ça, preuve. Alors, il faut montrer 2 choses. Que veut dire E est égal à ça? Voilà. Donc, il faut montrer que E, c'est égal à F plus l'orthogonal. Il faut montrer ça. Ça c'est la somme orthogonale. Il faut montrer ça. Et il faut montrer ça. Mais ça, on vient de le dire, ça c'est toujours acquis. Donc ça, c'est toujours acquis. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Ça. Et là, c'est l'astuce. Et ça, l'originalité du cours. Parce que c'est l'originalité du cours. Calculons l'orthogonale de ça. Notez, la démonstration sont ensemblistes, afin de respecter la réalité. D'accord? Qu'est-ce que c'est ça d'après la loi de Morgan? La loi de Morgan, c'est quoi? C'est ça. C'est l'orthogonale de F inter l'orthogonale de F 2 fois. Les notations sont muettes. N'importe quoi. Inter l'orthogonale de n'importe quoi. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, G inter l'orthogonale de G, c'est égal à combien? Est égal à 0. D'accord? G inter, ça est égal. Donc ça vaut combien? Ça vaut 0. Donc j'ai l'orthogonale de ça est égal à ça. L'orthogonale de ça est égal à 0. D'après les trucs de Riesz, l'exercice de Riesz, cela équivaut à quoi? Cela équivaut à F est égal à quoi? Est égal à E. Et c'est terminé. Regardez la démonstration, c'est très facile. Et c'est terminé. Alors maintenant, on va faire comme dans le S2. Dans le S2, d'accord? Je rappelle ce que nous avions vu en S2. En S2, il se pose le problème, comment je montre ça? En S2, si vous vous rappelez, les souvenirs. Quand tu étais jeune. Alors cela équivaut à quoi? Cela équivaut à quoi? Cela équivaut à dimension de E
est égal à dimension de F plus dimension de G et F inter G est égal à 0. Voilà. Alors, ça équivaut à ça, ça. Somme orthogonale, c'est plus fort. Somme orthogonale, c'est plus fort. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, on va ajouter. Est-ce que tu comprends veut dire ajouter? Donc, somme orthogonale, c'est plus fort. Ici, on va ajouter. Donc, on va faire l'exercice suivant. Donc, c'est un exercice. Donc, c'est un exercice pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, on se place dans l'espace euclidien, exercice 3. Donc, on se place dans l'espace euclidien. Dans l'espace euclidien. Voilà. Alors, montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes. Que les propriétés suivantes sont équivalentes. C'est quoi? L'orthogonale de F est égale à G. E est égal à la somme directe de F plus G, la somme orthogonale. Et troisièmement, c'est quoi? Regardez. C'est la généralisation de S2. Qu'est-ce que c'est la généralisation de S2? Dimension de E est égale à dimension de F plus dimension de G. Et qu'est-ce que tu as? Tu as F est orthogonale à G. Donc, c'est... En S2, il y a une infinité supplémentaire. Alors, il y a une infinité supplémentaire, donc on ne peut pas faire ça. Donc, tu as ça, tu as ça, et tu as ça. Voilà. Alors, deuxième question. On va appliquer ça à quoi? À les matrices. Les matrices. Donc, on se place dans MNR canonique. On se place dans l'espace des matrices muni de son produit scalaire canonique. Qu'est-ce que c'est son produit scalaire canonique? Donc, on se place dans MNR, muni de son produit scalaire canonique. Qu'est-ce que c'est son produit scalaire canonique? C'est AB égale la trace de la transposée de A fois B. Alors, question, montrer que MNR est la somme orthogonale de l'espace vectoriel des matrices symétriques et antisymétrique. Tout le monde sait que MNR est la somme directe de SNR, matrice symétrique, et matrice intégrée. Et ici, il y a quoi? Il y a plus. Cette somme est orthogonale dans notre espace euclidien canonique. Donc, c'est quelque chose de plus. Alors ce qu'il y a là, d'accord? Si tu as ça, tu as ça, d'accord? 1 implique 2. Si F, c'est l'orthogonale de F est égale à G, d'accord? Si l'orthogonale de F est égale à G, d'après le théorème 1, qu'est-ce que tu as? Tu as toujours E qui est égal à la somme orthogonale de ça. Ça, c'est le théorème 1. Et qu'est-ce que c'est ça d'après l'hypothèse? C'est G. Voilà. Alors, à l'occasion, je rappelle la propriété suivante. La propriété suivante, c'est des petites choses qu'il faut connaître. Alors, quand tu étais petit, qu'est-ce que tu connaissais? Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu connaissais? A inter B est égal à V. Cela équivaut à quoi? A est inclus dans le complémentaire de B dans E. Cela équivaut à quoi? A B est inclus dans le complémentaire de A dans E. Voilà. Maintenant, tu es grand et la preuve, elle est bête. C'est quoi? Il faut retenir. C'est des choses qui sont bêtes, d'accord? Et il faut les retenir. Que veut dire F orthogonale à G? Cela équivaut à quoi? A F est inclus dans l'orthogonale de G.
Cela équivaut à quoi? HG est inclus dans l'orthogonale de F. Voilà, des petites choses très faciles. Et la démonstration, elle est évidente. Il suffit que tu écris, ou un seul mot. F est orthogonal à G, ça équivaut à F est inclus dans G. Ça, c'est photocopie de ça. Ça, c'est photocopie légalisée de ça. Alors, une fois que tu regardes ça, c'est terminé. 1 et 2 et 3, c'est très facile. C'est très facile comme conséquence de ça. Donc, on ne va pas perdre de temps. Et en plus, tu peux rentrer dans la plateforme modèle, tu as les détails, tu as les exercices, tu as la solution, tu as la rédaction de futur intérieur, etc. Voilà. Donc, une seconde, tu peux montrer ça, car nous, on n'a pas le temps. Alors, on va passer à l'application. Quand je dis on n'a pas le temps, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à réfléchir. On ne va pas nous démontrer des choses bêtes et perdre le temps dans des choses bêtes. Et la preuve, elle est immédiate. Alors, 2, c'est quoi 2? On se place dans l'espace euclidien et je veux montrer ça. D'accord? Mais je connais depuis le S2 que MNR, regardez, MNR, dans le S2, on connaissait ça. On a même une somme directe. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut montrer maintenant? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que SNR, les matrices symétriques, ils sont orthogonales à l'espace vectoriel des matrices antisymétriques. Il faut montrer ça, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise ça. Alors, ça, c'est déjà vu. Dimension de MNR est égale à dimension de SNR plus dimension ANR. La somme ici, il est directe. La somme est directe, donc dimension de ça égale ça. On le connaît depuis toujours. Qu'est-ce qu'il reste à montrer? Il reste à montrer que SNR est orthogonal à ANR. Il reste à montrer que les sous-espaces vectoriels SNR, les matrices symétriques, est orthogonal à ANR. Alors ici, il y a deux méthodes. Soit je dors, donc pour quelqu'un qui dort, qu'est-ce qu'il fait? Il prend A et B qui appartient à SNR. Quelqu'un qui ne cherche pas à évoluer, d'accord? Au début, tu commences avec ça, mais après, il faut évoluer. Tu ne vas pas passer toute ta vie comme ça, il faut apprendre à réfléchir, d'accord? Et tu dis, qu'est-ce que c'est AB, le produit scalaire AB? Donc, il faut que je montre que le produit scalaire AB est égal à 0. Que veut dire ça? Veut dire ça. Est égal à combien? Est égal à 0. Mais ça, par définition, c'est quoi ça? Regardez, ça, c'est la trace de la transposée de A. Et A est une matrice symétrique. Transposée de A, c'est A. Qu'est-ce que je fais? Je fais AB. AB, c'est BA. AB, c'est BA. Qu'est-ce que c'est BA? C'est la trace de la transposée de B de A. Mais la matrice B est antisymétrique. Transposée de B, c'est moins B. Donc, c'est moins la trace de BA. Mais la trace de BA, c'est égal à la trace de AB. Voilà. Et quand tu fais la somme, AB, qu'est-ce que tu as? Tu as AB est égal à 0. Donc, pour quelqu'un qui est débutant, d'accord, il fait ça, il est content, d'accord. Alors, pour quelqu'un qui cherche à évoluer, d'accord, avec quelqu'un qui cherche à évoluer, d'après la vidéo produit scalaire canonique de MNR, d'accord, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je veux montrer que le produit scalaire d'une matrice symétrique par une matrice antisymétrique est égal à 0. Je dessine la matrice symétrique. Ce que j'ai là, c'est la même chose que ce que j'ai là. Ça, c'est A. Je dessine la matrice B. C'est une matrice antisymétrique. Donc, il ne faut pas oublier dans une matrice antisymétrique, sur la diagonale principale, qu'est-ce que j'ai? J'ai des zéros. Et ce qu'il y a là, c'est l'opposé de ce qu'il y a là. Maintenant, qu'est-ce que c'est le produit scalaire des deux matrices dans MNR? Tu dessines ça dans la main gauche, tu dessines ça dans la main droite, et tu tapes. Quand tu tapes, tu vas obtenir une matrice antisymétrique. Donc, sur la diagonale principale, il y a des zéros. Tu vas obtenir en tapant une matrice antisymétrique. Et quand tu as une matrice antisymétrique, quand tu sommes, ça fait combien? Ça fait 0. Donc, c'est 0. Voilà, ça fait plus classe. Voilà, je vous remercie.